Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier mes lectures dans le nouveau décor. Alors, avant de commencer, normalement, si je me suis pas loupé, ce soir, il y a un petit live pour présenter tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, si on regarde cette vidéo, le jour de sa sortie, vous savez que le soir même, il y aura un petit live. J'espère que j'ai pensé à faire une petite annonce juste pour vous prévenir. J'espère que je suis pas trop bête par rapport à ça. Sur ce, on est dans mes lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube où il y a tout le chapitrage. Alors, c'est encore une fois mes lectures un peu particulier parce que là c'est un peu tous les lectures du mois d'août qui a commencé mi-août parce que c'est le retour des sorties. Donc je pense que niveau montage ça va être très light. Après on viendra sur un montage un peu plus classique. Aussi, avant de commencer, bon il y a le live, mais aussi j'ai fait une vidéo sur Gash Bell en début de semaine. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur ce petit shonen du début de l'an 2000, où un gamin va être le roi des démons, participer à un tournoi Battle Royale avec d'autres enfants du roi des démons. Voilà, Gash Bell, c'est très bien, dans une édition qui est de très belle facture. Et maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec Détective Conan. Alors là, j'ai le tome 101 parce qu'en fait, j'ai lu le tome 101, enfin la fin du tome 101, et enchaîné avec le tome 102 parce que le tome 101 se terminait sur le début d'une enquête, et moi, j'ai pris l'habitude de lire une enquête d'une traite. Et en fait, quand j'ai un tome de Conan, je lis une enquête, j'arrête, je lis une enquête, j'arrête, et ça pendant 2-3 jours pour apprécier les enquêtes, et pas juste tout enchaîner d'un coup, parce que des fois, il faut quand même que j'ai le temps de digérer un peu les enquêtes. Alors le tome 102 est un peu particulier, parce que en fait, pour moi, je pense que c'est un tome qui est sorti en même temps que le spin-off Wild Police Story, parce qu'en fait, dans ce tome-là, on enchaîne 3 enquêtes où c'est lié à des personnages de Wild Police Story. Notamment, on parle du maître d'un des personnages, on parle du frère d'un des personnages, on mentionne un autre personnage. Voilà, il y a 3-4 enquêtes où ça mentionne des membres de l'entourage des personnages de la série Wild Police Story, qui est un petit spin-off de 2 tomes qui est sorti récemment chez Kana et qui devait pas être sorti depuis très très longtemps au Japon parce qu'il y a eu un film sur eux, qui est sorti l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne petite enquête. On n'avance pas trop sur Rome, là c'était vraiment un tome hors série où on revient plus sur ces personnages-là, mais ça restait quand même des enquêtes vraiment très très cool. De la même manière, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Kujo l'implacable parce que comme Uchijima, que j'ai vu en entier, Uchijima je lisais une histoire, je m'arrêtais. Une histoire, je m'arrêtais parce que c'est lourd, c'est dur. Et en fait, le tome 2 commençait sur une enquête, alors un petit peu sur une histoire de personnes âgées qui est dans des EHPAD, dans des maisons pour personnes âgées, où il était victime pas forcément de harcèlement, mais de manipulation. Et l'histoire n'était pas terminée à la fin du tome 2. Donc j'ai tout relu pour apprécier le tome 3, et, finir l'enquête, qui a une belle conclusion sur la fille et son père, leur relation, etc. Et après, on a une petite enquête qui fait 3-4 chapitres, et après on commence une nouvelle enquête. Alors, je ne l'ai pas lu, parce que je suppose qu'elle n'est pas terminée, donc je verrai avec le prochain tome pour tout lire d'une traite. C'est comme j'ai fait pour Uchijima, une enquête, je me repose, une enquête, je me repose, parce que c'est pareil, c'est très lourd, mais d'une autre manière, c'est vraiment lourd, mais dans le sens horrible du terme. Mais voilà, Kujo, toujours aussi bien, je vous conseille fortement. Ensuite, en format Kindle, c'est le tome 10 de Bucket List of the Dead. L'anime est disponible sur Crunchyroll, j'ai commencé à le regarder, c'est sympathique, mais voilà, je préfère quand même lire le manga, manga que j'ai commencé et que je continue à lire en numérique, parce que c'est sympa, mais c'est un peu une lecture pas prise de tête, j'ai pas forcément envie de les posséder, je trouve que l'édition numérique me suffit amplement. Je trouve que le tome 10 était osef, voilà, genre sans plus, il y a l'histoire des geishas qui est sympathique, voilà, mais il y a rien de particulier. Donc, voilà, dans ce tome 10 de Bucket List of the Dead, j'espère que la série va pas s'éterniser pendant encore des dizaines de tomes. Bon, même si, vu que bon, ils ont un objectif de 100 trucs à faire et qu'ils les font quand même très rapidement, ça va assez vite. Voilà, en tout cas, c'est une petite série sympathique. Je vous conseille l'anime. Il n'est pas oufissime, mais il est sympathique. Il a le mérite d'exister. Ensuite, aux éditions Glénat, j'ai lu le premier tome de Blue Giant Explorer. Donc, c'est la troisième série, enfin, troisième partie, ou troisième série, hein, de Blue Giant. Donc, cette histoire de saxophone et de jazz surtout. On va suivre Dai, donc, qui est le personnage ici. On l'avait suivi au lycée dans la première partie. Dans Blue Giant Suprême, Extrême, il était en Europe. Il faisait toute une tournée en Europe. Et là, il part sur les terres du jazz. Les États-Unis, alors il arrive normalement à Seattle, et donc son but c'est d'aller à la côte ouest ou la côte est, je sais pas où est Seattle,
tu vois, par rapport à la carte des États-Unis. Bon, de toute façon, il va à l'autre côté des États-Unis, et donc on va avoir tout un road trip, je pense, dans cette histoire de Blue Giant Explorer. Autant la fin de Blue Giant Extreme, j'étais un peu en mode, ouais, vivement que ça se termine pour qu'on enchaîne une nouvelle série. Autant là, j'avoue que ça commence très très bien. L'histoire avec, il faut qu'il gagne de l'argent, il veut s'acheter une voiture, il va travailler dans un garage, il va rencontrer un mec qui veut faire de la musique aussi, ils vont faire un concert ensemble. Vraiment super cool, c'est super prenant. En tout cas, Blue Giant Explorer, c'est du très très bon. Ça faisait longtemps que je l'attendais, c'est le tome 12 de l'ère des cristaux. Alors je voulais me relire l'intégralité de la série pour le tome 12, je l'ai pas fait, j'ai lu le tome, j'ai rien compris. Alors j'ai compris 2-3 trucs, mais j'avoue que comme ça fait super longtemps que le tome 11 est sorti, j'étais pas forcément à fond dans tout ce qui s'est passé, surtout tout ce qui se passe par rapport à Phosphophyllate qui a pas mal évolué, etc. Il s'est passé beaucoup de choses depuis sur les 11 tomes. J'avoue que j'aurais peut-être dû me relire l'intégralité de la série pour ce tome 12. J'aurai l'occasion parce que le tome 13 n'est même pas encore sorti au Japon, donc on a du temps. Et peut-être que j'en reparlerai si j'ai l'occasion de relire la série d'une traite et à tête reposée. Maintenant, on parle du petit tome 2 de Sky High, donc deuxième et dernier tome de cette série, de Tsutomu Takahashi, le papa de Bako Nreto, de Sidou et de plein d'autres titres que j'aime beaucoup. C'était bien. Autant le tome 1, t'as la surprise, t'as la découverte de cet univers où voilà, quand tu meurs, tu te retrouves dans une sorte de... Enfin, tu meurs de manière brutale, tu te retrouves dans un monde où on te propose de soit aller au paradis, soit de pouvoir te réincarner, soit de pouvoir te venger, et il va se passer des choses. C'était pas mal. Le tome 2, c'est pas mal, c'est comme le tome 1, mais voilà, une fois que t'as pas cette surprise, c'est ok. C'est pas une série très longue, hein, c'est une série en 2 tomes, donc ça va. C'est pas mon titre préféré de Tsutomu Takahashi. Je me tâte encore à prendre peut-être la suite, Sky High Karma, bon, qui est la deuxième partie qui est en 2 tomes. De toute façon, je sais que Sky High, c'est une licence sur laquelle l'auteur est revenu souvent, parce qu'il y a au moins 4 parties de Sky High, et qui sont pas très longues. Je crois que la plus longue a fait 4 tomes, il y en a une qui fait 1 tome, donc globalement, si je continue, il y aura 7-8 tomes à faire, à la mort, donc je sais pas encore, ouais, c'était ok, mais c'est vrai que comme j'ai envie d'avoir la bibliographie complète de l'auteur, je suis un peu partagé. Maintenant, il y a du lourd parce que j'avais 3 tomes de retard sur Baki que j'ai lu pendant mes vacances, donc le tome 17, 18 et 19, donc il m'en reste plus qu'un tome de ma dernière expédition de Meian, et après j'attendrai le dernier colis, qui contiendra les tomes 21 à 24. Dans ce tome-là, c'est quasiment la fin du second tour, avec plusieurs combats dantesques. Notamment dans le tome 18, il y a Yujiro qui affronte tous les perdants, il les affronte tous en même temps, il leur botte le cul. Et le tome 19, c'est le début du troisième tour, donc les quarts de finale, avec le combat entre Baki et le catcheur, le combat entre Kaioretsu face au fils de Doppo Orochi, où le combat est hyper expéditif. Je pensais qu'il était beaucoup plus long que ça dans ma tête, et finalement, non, il est vraiment... je vais dire rusher, mais juste il y en a qui se fait botter le cul. Et après on a le début du troisième combat, le troisième quart de finale, avec Jakamma contre le Ruskov qui est apparu depuis un tome qui affronte avant un Anaconda. C'est génial. L'animé est sorti récemment sur Netflix, on a eu toute la fin de la série Son of Ogre, donc la troisième partie de Baki, donc avec le retour de Pickle, cet homme préhistorique qui vient affronter tout le monde, enfin tout le monde veut l'affronter, et le combat final entre Yujiro et Baki. Voilà, Baki, c'est vraiment très très bien. J'espère que Meian va annoncer prochainement la suite. Alors, peut-être pas prochainement, je préférerais déjà qu'ils finissent Kengan Ashura Omega, et qu'ensuite, qu'on soit à jour, on nous sorte Baki, ce grappler, pour pas avoir 2 séries un peu identiques en même temps. Mais en tout cas, Baki, c'est trop bien. Après Baki, c'est logique, c'est Karakuri Circus. Alors, j'ai pas encore lu le tome 23, il est dans ma liste, j'en parlerai la semaine prochaine dans mon prochain Mes Lectures. De toute façon, suivez-moi sur sur Instagram et sur TikTok, je parle de mes lectures de manière hebdomadaire assez régulièrement, je suis assez rodé. Alors des fois j'ai un peu de retard, mais normalement je suis assez rodé sur Karakuri Baki, ça sort au moins une semaine sur 2, comme d'hab. Donc le tome 21, c'est le début de l'arc final, donc le Deus Ex Machina, avec Faceless qui fait une putain de dinguerie en répondant à nouveau le Zonafa partout, sauf que c'est le Zonafa++, c'est le Covid-19 nouvelle génération qui là te nique complètement ta race. Et alors j'ai beaucoup aimé le tome 22 avec le fait que Eleonore rencontre les 3 derniers pantins, les premiers pantins qui se font en plus ce bolos par Faceless qui les traite de débiles parce qu'ils ont obéi à une copie sans se rendre compte, ils n'ont pas obéi à la vraie Francine depuis pendant des années et des années. Et là ils voient Eleonore, pour elle c'est la nouvelle Francine, c'est Francine qui est là. En même temps, vu que c'est la copie conforme, forcément ils y croient.
Je sens qu'il va y avoir des grosses dingueries par rapport à ça. Je sens qu'à un moment donné, ils vont se rebeller, ils vont être avec Eleanor, et ils vont affronter Fastless et ils vont se faire poutrer la gueule. Je le sens gros comme une maison, où ils vont affronter un des 4 lieutenants de Fastless. Ça sent la grosse dinguerie. On est à 4 tomes de la fin de Karakuri Circus. Il me reste 2 tomes à lire. Après le dernier colis, les 2 derniers tomes, ça va être une dinguerie sans nom. On parle maintenant de Dandadan. J'ai décidé de commencer, enfin de continuer la série en numérique, parce que, encore une fois, je suis pas hyper fan de ce que fait Crunchyroll au niveau de son édition, donc je l'avais dit que je parlerais pas beaucoup de Dandadan, et j'ai même pas envie de les exposer dans ma collection, donc tout doucement, il y a sûrement des titres de KZ de Crunchyroll que je vais revendre et reprendre en numérique. Dandadan, bah, je me suis dit au tome 7, est-ce que j'ai envie de continuer à les acheter à 7-8 € plein pot à chaque fois? Non, donc je les ai pris en numérique. La série est très bien, mais c'est juste que j'ai pas envie de dépenser plus que de raison dans une édition d'un titre que j'aime bien, mais sans plus. Voilà, c'est juste j'ai pinaillé un petit peu. Il y a des titres que j'aime beaucoup que je prends en numérique parce que bah, j'ai pas la place, parce que c'est trop long. J'en parlerai plus tard, un de ces quatre. Donc dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé le début, avec le nouveau personnage qui est apparu dans le tome... il y a 2-3 tomes, Gigi, qui au début on lui dit, on nous explique un petit peu son pouvoir, le fait que en fonction de l'eau chaude et de l'eau froide, il peut changer d'apparence, soit il est normal, soit il est démoniaque. Et il y a une petite référence à Ranma. Alors les éditeurs l'ont bien compris, ils ont fait un petit astérix quand il fait il y a papa, Hachia Ukune, donc qui est le opening. Alors je sais pas si c'est le premier ou le deuxième opening. Je crois que c'est le premier opening de Ranma en japonais, parce que le deuxième c'est celui où il fait des arts martiaux sur la plage, qui est vraiment que je surkiffe. Euh, c'est sympathique dans Dadan, moi j'aime toujours autant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai une notification sur TikTok, voilà, bon. Mais voilà, c'est un titre que j'aime bien, mais voilà, je préfère le prendre en numérique, surtout bah, pour apprécier encore plus les doubles pages où il y a des effets de perspective et de distorsion. Je pense que je les apprécierai beaucoup plus sur tablette. Maintenant, petit passage sur Hippo, le tome 20. Alors, un pote m'a judicieusement dit de renommer la série maintenant Hajime no Sendo, parce que voilà, il m'a un petit peu spoil que c'est à partir de là que Sendo devient un personnage un peu plus important. Alors, c'était quand même un petit peu important, mais là, il prend un peu plus d'ampleur, avec notamment son combat contre le numéro 2 mondial, qui s'appelle Gonzalez, c'est marqué là, et lui, il est numéro 3 mondial. Le tome entier, c'est leur combat génialissime. J'ai hâte de lire le prochain tome et j'espère que Kurokawa va annoncer une saison 7 normalement, une saison 6 à la saison 7. Voilà, en tout cas, Hippo, c'est toujours aussi bien, je prends toujours autant de plaisir à lire. J'espère que vous appréciez tous aussi autant la série, même si voilà, il y a quand même 129 tomes à se taper, bientôt 130, parce qu'on aura le tome 21 qui sera la conclusion de la partie 6, à la saison 6. Et j'espère qu'on aura une saison 7. Alors, de ce qu'on m'a dit, en plus, saison 7, il y a beaucoup Sendo. Est-ce qu'ils vont appeler ça Hajime no Sendo en sous-titre? Ça serait vraiment trop drôle. Et bon, si au bout de 7 tomes, la série s'arrête et revient sur Hippo un peu plus en avant, ça serait un petit peu con. En tout cas, bah, voilà, j'ai hâte de voir la suite de Hippo. C'est toujours aussi plaisant à lire. On parle maintenant de Call of the Night, tome 6. Je m'étais dit qu'à partir de ce qui était non adapté dans l'animé, je continuerai en numérique, et je pense que je vais me revendre toute la série pour tout me prendre en numérique, parce que Call of the Night, finalement, j'ai pas forcément besoin d'avoir la série exposée dans la manga deck. C'est toujours un peu cette idée, parce que, comme je vous le dirai dans mon live, j'ai pas forcément des milliers de places, donc au bout d'un moment, il faut que je fasse des choix, et peut-être vendre des titres pour les racheter en numérique, pour les posséder légalement, pour les relire quand je veux, mais pas avoir que ça me prenne de la place. Donc, ce tome 6, c'est le premier tome post-animé sur ADN qui est sorti l'année dernière, je sais pas, sur ADN, qui pose pas mal de questions très intéressantes sur comment les vampires qu'on connaît aujourd'hui sont devenus des vampires. Parce que bah, pour devenir un vampire, il faut s'être amouraché. Mais comment elle a fait Nazuna, elle qui ne supporte pas l'amour, qui devient toute rouge quand on parle d'amour? Et il y a des questions très intéressantes, c'est vrai qu'on s'est pas forcément posé quand on suit la série, on est emporté dans le rythme, et là tu te dis, tu fais, bah, c'est vrai, comment elle est tombée amoureuse? Et on parle un petit peu, comment t'es devenue une vampire? Et là on parle là-dessus, là on arrive sur un arc où, comment Nazuna est devenue une vampire? Et je trouve ça super intéressant. On passe maintenant à la légende des héros de la galaxie, ou les héros de la galaxie. Bah, j'ai décidé de commencer à les prendre en numérique, alors parce que bah, j'adore le titre, mais j'avoue qu'on est déjà au tome, combien? C'est le tome 20. La série n'est pas terminée au Japon, on approche des 30 tomes. Je me vois difficilement pouvoir posséder des séries de 30 tomes encore, enfin beaucoup de séries de 30 tomes dans ma mangatech. Et graphiquement, c'est pas non plus un titre qui est oufissime, donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de les posséder? Donc je commence à les prendre en numérique, je pense que je me revendrai tous mes tomes pour les reprendre en numérique, parce que Les Héros de la Galaxie, c'est vraiment un très bon titre, une œuvre
culte de la SF, même si c'est pas forcément le manga qui est culte, c'est le roman d'origine. Mais voilà, je veux pouvoir les posséder, et en plus, bah, j'ai envie de faire des vidéos dessus régulièrement. Trouver des pages en belle qualité sur internet des héros de la galaxie, c'est très compliqué, à part en Kindle, et j'ai pas forcément envie d'acheter à la fois le physique et le Kindle. Donc je le prends en Kindle, mais en tout cas c'est super bien. Il y a des questions très intéressantes qui sont posées aussi dans ce tome-là, parce que, notamment, Reinhardt c'est un peu le big boss de l'Empire, mais s'il meurt, qu'est-ce qui se passe? On nous parle du fait que s'il avait un enfant, il aurait pu avoir une dynastie des Reinhardt Logenham, enfin Logengram, son nom de famille, à la con allemand là, qui est super imprononçable pour moi. Et on dit, ouais, mais là, il n'a pas d'enfant. Donc s'il meurt, ça va être une guerre sans nom entre ces sbires. Et ce que Young Only essaie de lancer, en affrontant un à un ces généraux, en faisant des batailles, en les niquant les uns après les autres. Je suis sûr que la Fräulein qu'on voit avec Reinhardt va finir avec lui. Je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison. C'est tout con, mais ils sont trop ensemble pour que ça finisse pas en couple. Comme Young Only et son assistante qui ont fini ensemble, là, lui demandent de se marier. Je pense que Reinhardt va devoir répliquer lui aussi, se trouver une copine. Au bout d'un moment, ça fait 20 tomes. Voilà. En tout cas, les héros de la galaxie, c'est toujours aussi bien. On passe maintenant à Shilulan, tome 15. Alors, je vais être honnête, je suis à ça de peut-être passer en numérique. J'aime bien le titre, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, pareil, il y a 30 tomes au Japon, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Est-ce que je continue? Parce que j'aime beaucoup Shilulan, même si j'avoue que depuis, on va dire, la nouvelle partie, je suis un petit peu moins dedans parce qu'on a fait une petite ellipse temporelle et là on arrive dans les gros délires un peu plus historiques où là il commence à y avoir un peu la révolution, le bakufu, etc. Ça devient très compliqué pour moi, peut-être me relire tout le début de la série pour mieux apprécier. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais en tout cas, Shilulan c'est toujours aussi bien, j'apprécie énormément. Mais voilà, je me pose la question à est-ce que je vais me faire la série en entier en physique parce que ça commence à être très long. Je sais que la série fait quasiment 40 tomes au Japon. Voilà, encore une fois, la place. Est-ce que je peux tout posséder? Je ne pense pas, je ne sais pas. Le prix aussi, hein, l'inflation, tout ça, on a tous besoin d'argent, voilà, ça devient compliqué. En tout cas, Shiren, c'est vraiment très très bien. Alors, je vais faire un petit double parce que j'en profite d'avoir parlé de Mangetsu. C'est un service presse que j'ai reçu, c'est l'école décomposée de Junji Ito, et est sorti ce mois-ci aussi Remina, chez Delcourt Tonkam, qui continue un petit peu à essayer de ressortir les titres qu'ils avaient. Ils n'ont pas beaucoup de trucs, mais ils les ressortent. Je pense que c'est vraiment la dernière titre qu'ils ont parce qu'ils mettent un petit peu leur catalogue sur le rabat. Et c'est tout ce qu'on a déjà qui est sorti chez nous, donc je pense qu'ils vont pas sortir grand chose. Alors ça me fait plaisir d'avoir Remina dans ma collection. J'aurais préféré l'avoir dans une collection Junji Ito de chez Mangetsu pour avoir la même continuité de dos, c'est pas grave. Alors, j'avoue que sur les deux titres, mon cœur balance plus pour Remina, j'en parlerai un tout petit peu après. Alors, l'école décomposée, donc c'est toujours la collection Mangetsu qui est de très bonne qualité, avec une petite préface, une petite postface analyse à la fin, vraiment super bien. Donc là, on est sur un titre de 2014 de l'auteur, qui est sympa, mais après le précédent titre de chez Mangetsu, donc c'est Echo d'horreur, là, avec Le Cri, qui était donc des nouvelles que l'auteur avait écrit, qui est donc une suite d'histoires courtes, qui était vraiment graphiquement très bien. L'école décomposée, c'est bien, mais je suis un peu moins fan. Alors, il y a un titre qui fait écho à l'école emportée de Kazuo Mezu, la muse de Junji Ito. Mais voilà, l'histoire avec ce grand frère qui s'excuse tout le temps et qui provoque un truc dans le cerveau, et la petite sœur qui est complètement en délire. Il y a un petit délire de secte. C'est sympa, mais je suis pas rentré à fond dans le titre. Là où Remina, donc on m'avait dit que c'était un des meilleurs titres de l'auteur, un de ses chefs-d'œuvre. En fait, on aborde un petit peu, c'est de la SF, parce que c'est vraiment de la SF. C'est pas, il y a un petit peu fantastique. On a des vaisseaux spatiaux, on a des voitures volantes. C'est pas un Japon contemporain, c'est un Japon futuriste. Où en fait, un professeur a découvert, alors c'est une étoile puis un trou de verre, qu'il a nommé comme sa fille Remina parce que la planète avait 16 ans d'années-lumière et sa fille avait 16 ans, donc ils avaient le même âge, etc. en années-lumière. Et sauf que la planète va devenir un trou de verre, elle va devenir une sorte d'extraterrestre, et là on va dire ah, c'est la faute de Remina, l'humaine, donc ils vont s'en prendre à elle. On va voir l'horreur humaine, mais en même temps l'horreur galactique, qui me rappelle alors l'horreur humaine me rappelle un petit peu Devilman, et certains passages de la fin de la série Devilman. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, hein, surtout en voyant Remina. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça c'est pas mal, mais vraiment, si vous deviez prendre un Junji Ito ce mois-ci, alors c'est facile parce que j'en ai reçu un gratuitement et l'autre je l'ai acheté, je vous conseille quand même Remina. Vraiment, Remina, c'est très très bien. Après, voilà, moi je continue à essayer d'avoir la collection complète de Junji Ito. Je pense qu'on y arrive tout doucement parce que je sais pas s'il reste encore beaucoup de titres de chez Junji Ito à sortir. Mais voilà, en tout cas, vraiment, encore une fois, du très bon boulot de la part de Mangetsu sur leur catalogue
et tout ce qui sort, les logos, enfin, tout le travail. Content de l'avoir, Remina. Bon, un peu déçu de ne pas l'avoir chez Mangetsu, mais voilà, en tout cas, Remina, très très bon. On reste chez Delcourt avec l'édition numérique de Evol. Oui, Evol, j'ai dit, hein, 20 € le tome, c'est impossible que je les prenne en physique, ne serait-ce que pour la place que ça prend, la taille des tomes. Si ça aurait été des tomes plus simples, peut-être que je les aurais pris, parce que voilà, j'ai envie d'avoir Atsushi Kaneko, mais là, 20 €, non, c'est pas possible, je les prends en numérique. Tome très très bien. Alors, sur le combat entre le mal contre le bien, j'avoue que la fin m'a foutu une grosse claque parce que je savais pas trop où allait la série après ce tome 3. Je pensais que ça allait durer plus longtemps avec l'homme électrique. Finalement, c'est terminé. Mais là, on voit que les enfants, enfin le trio de personnages principaux sont en totale roue libre. Et vu la fin du tome, ça annonce des grosses dingueries pour la suite. Vivement, la suite. Ensuite, on passe aux éditions Pika avec Blue Lock, que je continue en numérique. C'est vraiment très plaisant de le lire en numérique. Donc là, c'est la suite du match entre... Enfin, la deuxième partie du match, enfin la deuxième mi-temps du match entre le Blue Lock et la sélection des moins de 20 ans japonaises, ou moins de 18 ans. Donc on a une petite origin story sur Rin et son frère, et comment son frère est devenu comme il est, et comment Rin est devenu comme il est, avec le fait de devenir le meilleur buteur, etc. Très intéressant, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et bon, sans surprise, il y a le métis démoniaque qui va rentrer dans l'équipe des moins de 20 ans du Japon, et foutre des grosses dingueries. Maintenant, est-ce que le bloc va perdre? J'ai envie de dire que si le bloc doit continuer, il faut qu'il gagne. Donc, on va dire, le match est assez couru d'avance, sauf rebondissement où la fédération dit en fait, vous avez une bonne équipe, on continue. Par contre, on garde que les 15 qui étaient sur le terrain, les autres, on s'en fout. Peut-être. En même temps, il y a les mecs qu'on a vus qui se sont fait éliminer, qui sont censés être encore en lice. Donc, je sais pas trop. En tout cas, Blue Lock, c'est toujours très plaisant à lire. On parle maintenant de Gachakuta, que je continue en numérique, et là j'avoue que autant les 2 premiers tomes j'avais bien aimé, j'ai pas détesté, il y en a qui ont cru que j'étais un peu métisant, etc. Non, autant le tome 3, alors, on est dans la droite lignée de ce qu'il y avait, mais j'avoue que, alors je vais dire auteur, je sais que c'est censé être une femme, mais alors j'ai vu passer comme quoi elle voulait pas qu'on la genre au féminin, donc je vais respecter le choix de l'auteur, je pourrais accentuer le E, mais je vais pas le faire. Là, non, mais je sais que c'est une femme, voilà. On m'avait dit que c'était aussi... Alors, j'étais pas du tout au courant que c'était l'héritière de Atsushi Okubo, donc le papa de Soul Eater et Fire Force. Je trouvais que ça se sentait un petit peu dans le dessin. Je trouve que dans le tome 3, ça se voit encore plus. Mais vraiment, il y a des pages... Je l'ai mis sur Twitter, j'avais fait un post en disant ouais, si vous êtes un peu orphelin de Fire Force, Gachakuta, graphiquement, ça n'a pas à rougir de ce que fait Atsushi Okubo. Vraiment, l'auteur a de l'or dans les mains. Vraiment, c'est très bon boulot. Vivement de lire la suite en tout cas. Je continue Gachakuta en numérique. Là, j'avoue que le tome 3 m'a un peu convaincu. Après, si ça perd en qualité, j'arrêterai de les prendre en numérique. Mais en tout cas, ce tome 3 est vraiment très très bien. Le passage où il y a là qui se drogue et qui vraiment des visages distordus, complètement plis de folie, c'est complètement ce que fait Atsushi Okubo avec Soul Eater et Fire Force. On passe maintenant à Jumbo Max de Tsutomu Takahashi, donc j'ai parlé tout à l'heure avec Sky High, donc second tome de cette histoire qui mélange Breaking Bad et trafic de médicaments pour avoir la baraka, la banane, le Charles de Gaulle, vous avez compris de quoi je veux parler. Globalement, ce tome 2, il est assez convenu, alors c'est pas un défaut, hein, mais on savait que le personnage principal allait entrer dans l'engrenage du trafic de drogue, etc. Et oui, il tombe dans l'engrenage du trafic de drogue, où il va devenir... Alors, c'est pas forcément le dealer, mais voilà, c'est un peu comme Walter White, il va créer de la drogue. Alors, il n'est pas encore forcément foncièrement mauvais comme Walter White au fur et à mesure de la série Breaking Bad, mais on va le voir tout doucement tomber dans ces abysses de l'argent et de la folie, même s'il n'a pas forcément besoin d'argent, c'est vraiment avoir la baraka. Et alors, je suis un peu déçu, c'est qu'on revient pas trop sur ces problèmes de paternité, mais j'espère que les prochains tomes vont me faire mentir, parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse plus que le trafic d'opiacés. Petit bijou en approche avec Sakura, donc c'est un intégral, un one-shot de 300 pages de Moyoko Hano. Alors, je n'ai aucun titre de l'autrice, je sais qu'elle a fait Chocolat et Vanilla, qui est un titre, j'avais entendu parler, qui avait l'air sympathique, mais j'étais un peu médisant du shoujo à l'époque. Là, j'avoue que la couverture m'a tapé dans l'œil. L'édition Masterpiece de Pika, même si elle est un petit peu chère, elle est à 20 €, c'est quand même de la qualité. Vraiment, moi je trouve qu'on se fout pas notre gueule sur la qualité. Vraiment du très très bon boulot. Sakura, donc on va suivre l'histoire pas une geisha, mais une oiran, donc c'est un peu la geisha de luxe. Un peu comme on a vu dans le Quartier des Plaisirs, dans les Demon Slayer, l'avant-dernier arc en animé, mais l'arc avec la 6ème lune démoniaque. Et donc le pays du son, vraiment très très bien. Alors, assez cru, c'est pas forcément pour tout public, parce qu'il y a pas mal de scènes
sexe et de scènes où on voit des femmes nues. Donc pour public pas forcément averti, mais un petit peu mature. Tu donnes pas ça à un gamin de 8 ans, quoi. Vraiment très très bien. Alors l'édition de toute beauté, avec des pages de très bonne qualité, l'impression nickel, et des pages couleurs. Vraiment, ça fait plaisir. C'est pas comme un manga avec des racailles bleues chez Pika, qui est un peu plus décevant. Alors, pour un prix un peu moins élevé, mais j'avoue que 20 euros, ça racaille blues, j'aurais dit oui. On passe maintenant aux éditions Nobi, avec tout d'abord le 19e tome de Quand Takagi me taquine. Alors je continue à les prendre en physique parce que j'aime beaucoup le titre, et aussi parce que c'est pas disponible en Kindle, mais sinon peut-être que je serais passé au Kindle. Par contre pour l'autre série de l'auteur, arrête de me... je sais plus quoi, enfin le truc sur le shogi, dont le Ayumu je crois, c'est À quoi tu joues Ayumu. Je me suis arrêté au tome 2 et je pense que je vais reprendre la série en numérique. J'aime bien, mais j'ai pas forcément besoin de posséder toutes les œuvres de l'auteur en physique. Takagi me suffit. Takagi, c'est sympa. Genre, franchement, j'ai rien à dire sur ce tome. On sent quand même que la relation entre les deux évolue. J'aime beaucoup le fait qu'il y a... On est un peu plus de passage dans le futur où ils sont mariés, où il fait... pourquoi tu m'appelles Takagi? Il fait bah, je t'appellerai toujours par ton nom de famille tant que tu m'appelleras par mon nom de famille. Et ça revient à une histoire, on revient dans le présent pour eux. C'est sympathique. Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait rattrapé la publication japonaise, parce que je crois que le tome 20 n'est toujours pas sorti au Japon. Donc là, maintenant, la sortie du prochain tome va se faire longuement attendre. Katsu, tome 3 sur 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est une série en 8 tomes, normalement. C'est ça. Toujours aussi cool. Alors, c'est vrai que je l'avais dit, entre le tome 1 et le tome 2, je m'étais lu plusieurs œuvres de Mitsuru Adachi en Kindle. J'ai continué à lire parce que j'ai lu tout Touch, j'ai lu tout son manga sur la piscine, qui est en 10 tomes, chez Glénat uniquement, enfin trouvable aujourd'hui que en Kindle facilement, et je suis à jour avec Mix, qui, franchement à chaque fois j'aime beaucoup, Katsu toujours aussi bien. Alors là c'est vrai que c'est la première série de l'auteur que je vais suivre avec un rythme de parution, parce que Touch, j'ai dévoré ça en 2 semaines. Mix, j'ai dévoré ça en 1 semaine. L'autre manga, dont excusez-moi pour le nom, sur la piscine, j'ai dévoré ça en 1 semaine. Et là, j'avoue que je lis le tome. J'apprécie vraiment ce que je lis. Il y a un peu plus de... Alors là, il y a toujours la relation entre les deux Katsu qui est vraiment cool. Et j'aime bien le fait, toutes les histoires qu'il y a autour, avec notamment les deux parents, enfin les deux pères qui se rencontrent et qui se disputent un petit peu parce que voilà, tu m'as battu il y a longtemps, mais aujourd'hui je te casserai la gueule, etc. C'est vraiment cool. Katsu, Mitsuru Adachi, je vous conseille chaudement. Alors, c'est un peu bizarre, on est à quelques tomes de la fin, mais j'ai décidé de commencer les Shine en numérique. J'aime beaucoup Shine, c'est une série que j'ai commencé un petit peu par, on va dire, dépit, entre grosses guillemets, j'aime pas dire ça, mais on va dire c'est un peu le cas, parce que, pour ceux qui se souviennent, il y a, avant le Covid, ou un tout petit peu avant le Covid, il y a eu Aktage et Jujutsu qui sont sortis chez Kiun. J'avais moyennement aimé le début de Jujutsu, et j'avais bien aimé Aktage. Problème, c'est qu'il s'est passé ce qui s'est passé au Japon, et Aktage a été annulé en France. Et je me suis dit, bah, tiens, on m'a parlé de Shine, un manga de shonen, qui arrive chez nous en tant que shoujo, sur le monde de la mode. Je dis, tiens, je vais tenter. C'est un peu un manga avec des shonen avec des thématiques un peu particulières. Et je me suis dit, c'était vraiment le parfait palliatif à Aktage. Beaucoup de gens, en plus, l'ont dit après, derrière moi, en me disant, Monsieur Manga, ça a raison, hein, c'est un peu un bon palliatif. Et en fait, bah, plus ça va, plus j'apprécie le titre, mais je ne vois pas forcément, encore une fois, c'est un truc que j'ai depuis quelques temps, surtout depuis que j'ai déménagé, le manque de place, parce que bon, comme je le disais, souvent ceux qui se souviennent, pendant très longtemps, ma collection était dans un box de stockage, donc j'avais pas forcément accès facilement à ma mangatech. Là, j'y ai accès, et je me rends compte que pendant très longtemps, j'ai stocké énormément de titres que j'apprécie, mais sans plus, et je me dis, en fait, je les aurais en numérique pour les relire de temps en temps, ça me suffirait. Et Shine, ça en fait partie. C'est un titre que j'aime beaucoup, j'ai envie de posséder légalement et pouvoir le relire quand je veux, et surtout soutenir l'éditeur pour avoir sorti ça, mais est-ce que j'ai envie de les posséder physiquement? Pas tellement, parce que c'est pas un titre que je vais relire des milliers de fois, alors que bizarrement tu te dis, bah en fait l'avoir en numérique, c'est pouvoir avoir à disposition quand tu veux. Pas tellement. Shine, j'aime beaucoup. Alors là, je dirais que je digresse beaucoup sur le titre. C'est mignon, c'est qu'on est à 3-4 tomes de la fin. On introduit un nouveau personnage, cette mannequin étrangère qui va être un peu la grande rivale, l'ennemi, je pense, finale de l'œuvre. Vraiment très très cool Shine. Je conseille toujours autant. 20 tomes de pur plaisir avec des couvertures qui sont de toute beauté. On passe maintenant à Boko Stratège, tome 3 sur 8, si je dis pas de bêtises. Au début, je pensais qu'il y en avait que 6, mais en fait, non, 8 tomes.
avec toujours ce prix de 11 €, si je dis pas de bêtises, Vega qui reste à ce prix malgré un bouquin de grosse qualité, de grande taille. Donc là, de ce que j'ai compris, on a fini le premier arc, donc c'est la fin de la défense de la première citadelle, la citadelle de Yang. Le siège de la citadelle de Yang est un échec et les autorités de Zhao ont ordonné aux troupes de rentrer au pays afin de défendre leurs frontières. Donc ça, on m'avait dit, c'était un peu une des craintes que j'avais au début en commençant beaucoup, c'est ça va quand même pas être 8 tomes où on défend une forteresse. On me dit non, tu vas voir, il y a plusieurs arcs. Et donc oui, je comprends, là il a perdu, la forteresse est un échec, on passe au truc suivant. Voilà. C'est cool. Surtout qu'en plus, vraiment, si vous avez bien aimé beaucoup, vous êtes allé jusqu'au tome 3 en disant ouais, bon, j'aime sans plus, je trouve que le tome 3, ce tome-là, est une parfaite conclusion. Genre, on finit, t'as Boko qui part vers l'horizon. C'est un point, 3 petits points pour une suite, mais vraiment, tu peux t'arrêter là, dire bon, voilà, c'était suffisant, j'ai bien aimé ce que j'ai lu, j'en veux pas plus. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite, surtout que là j'ai vu sur les couvertures des prochains tomes, il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus, qui vont apparaître, sûrement des grands ennemis pour Boko, enfin pour le Kiri, je l'appelais Boko, le héros, c'est même pas son prénom. J'ai hâte de lire la suite, en tout cas, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment très plaisant. Et on finit cette vidéo avec un comics. Alors, j'ai aussi acheté les Urban Nomades, mais je les ai pas encore lus, j'en ai acheté 3-4, je vais les lire prochainement et j'en reparlerai ici. Donc là, c'est le tome 10 sur 12 de Invincible. Et alors, je me rends compte d'une chose, j'ai commencé à prendre les Invincibles en intégrale, parce que alors, déjà, je connaissais un petit peu de nom, parce que c'était Kirkman, le créateur de Walking Dead, mais donc j'ai commencé à les prendre après avoir vu la série d'animation sur Prime, alors que beaucoup de gens trouvent aujourd'hui un petit peu médiocre. Moi, je trouve que ça a eu le mérite de me donner envie de commencer à lire le manga, le comics, et donc quand j'ai commencé le comics, il y avait 2 tomes. Donc la saison 2 n'est toujours pas commencée sur Prime, je sais même pas si elle a été annoncée prochainement, bah, j'aurais fini complètement l'intégralité de Invincible, qui est vraiment très très bien. Là, on arrive à l'apogée de l'univers, il reste plus que 2 tomes, tu sens, tu vois la montée en puissance de certains ennemis qui vont être les derniers antagonistes, notamment bah, celui qui va recréer l'Empire Vultrumite en s'étant fait, j'ai eu du mal, un immense harem de femmes fourmis. Alors, à prendre avec beaucoup de pincettes. J'ai beaucoup aimé le traitement du viol de Dick, pas de Dick, de Invincible, j'ai plus son nom, Mark, parce que Dick Grayson, Mark Grayson, qui se fait violer par un personnage. Et on n'en parle pas beaucoup, il y a juste sa relation avec Eve qui est un peu tendue, en disant non, j'ai pas envie ce soir, j'ai pas envie. Et au bout d'un moment, il craque et il lui explique, ouais, machin m'a violé. Et j'ai trouvé ça super fort, violent, et en même temps hyper juste, enfin tu sais, de se dire, voilà, le viol c'est pas forcément qu'un homme qui viole une femme, ça peut être aussi dans l'autre sens, parce qu'il n'y a pas le consentement, et j'ai trouvé ce passage bigrement bien foutu, à voir comment ça va être dans la série d'animation, en tout cas pas avant au moins 2 ou 3 saisons, en tout cas Invincible, du très très bon. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, un petit peu la grosse vidéo mes lectures pour le mois d'août, après elles vont être un peu plus travaillé dans le sens où il y aura toujours les petites pages sur le côté. Là, j'avais vraiment pas le temps pour 20-25 bouquins. Peut-être aussi un peu plus court, je crois qu'elle va être relativement longue cette vidéo. Et bah, pour rappel, ce soir, normalement, je fais un live sur ma Mangatech, avec normalement peut-être un feat, si je dis pas de bêtises, si c'est toujours d'accord entre lui et moi au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc bah, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, pouce bleu, commentaire, partagez, vous savez, voilà. Et sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.